Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui, donc comme l'a indiqué ma collègue Caroline, à l'actualité jurisprudentielle du premier semestre 2022. Au cours de ce premier semestre, les juridictions administratives ont rendu un certain nombre de décisions concernant toutes les étapes de la vie des contrats publics. Ainsi, le juge administratif a notamment validé l'extension des dispenses de recours à un jury pour la passation de certains marchés globaux, statuer sur des modifications au cours de procédures de passation afin de tenir compte de la crise énergétique, préciser l'office du juge du référé précontractuel, détailler les conséquences de l'absence de chiffrage des réserves dans le décompte général, etc. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui maître Christophe Cabane et maître Vincent Michelin, avocats associés au sein du cabinet Cabane Avocats, qui vont analyser ces nouveaux arrêts mais aussi de nombreuses autres décisions. Alors, avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la boîte de votre écran. Maître, je vous laisse la parole. Merci. Alors, je vais commencer, Christophe Cabane, je vais commencer cette présentation avec un mot d'introduction pour dire quand même que faire une synthèse de l'actualité jurisprudentielle sur un semestre, et cela en 1 heure, c'est ambitieux. Ça nous conduit donc nécessairement à opérer des choix qui sont personnels, en fonction de ce qu'on considère être les décisions les plus importantes parmi toutes celles qui ont été rendues durant les 6 derniers mois. Et il y a toujours une forme d'égocentrisme dans ce choix qui consiste à considérer que parce qu'on est dans un dossier, en soi, la décision devient importante. Donc, on va vous présenter des décisions qui sont quand même importantes. On a fait un choix qu'on a espéré objectif, mais dans lesquelles, en général, le cabinet a peu ou prou été associé, ce qui nous permet peut-être d'en parler un peu plus savamment. On a identifié 6 thèmes. Donc sur la régularité de la candidature et des offres, l'appréciation et la sélection des offres, la passation des marchés et le secret des affaires, la crise énergétique et la passation des marchés publics, le contentieux de l'exécution des marchés publics et un dernier thème, on va toucher à l'actualité pénale de la commande publique parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on appréhende le contrôle de la commande publique, on ne peut plus échapper, c'est le cas de le dire, à cette vision pénale des choses. Le juge pénal s'intéresse de plus en plus à la commande publique et une décision récente me permettra d'attirer votre attention là-dessus. Et une dernière conclusion que je m'autoriserai à ne pas citer, mais sur les modes alternatifs de règlement des litiges qui sont aussi un élément d'actualité de la commande publique. Alors, si on commence par le premier thème relatif à la régularité des candidatures et des offres, on vous met en accroche que le juge refuse de donner le moindre signal de relâchement. Quand on parle de signal de relâchement et de refus de donner un signal de relâchement, on fait expressément référence à une déclaration de Mireille Lecor, rapporteure devant le public devant le Conseil d'État, à l'occasion d'une affaire sur laquelle précisément elle était amenée à donner son avis sur justement les conditions dans lesquelles le juge était amené à sanctionner ou à apprécier les questions de régularité des candidatures et des offres. On a sélectionné 5 décisions. La première du Conseil d'État du 28 mars 2022, commune de Ramatuelle, numéro 45, 43, 41, où on voit que le Conseil d'État valide la sanction de l'irrégularité d'une candidature au seul motif que le DC1, document que vous connaissez tous, document de libre accès et facile d'accès, le Conseil d'État le rappelle, n'était pas dûment et complètement rempli et signé par le candidat. Le Conseil d'État dit bien que donc l'incomplétude du formulaire DC1 est en soi une difficulté majeure qui justifie le rejet pour irrégularité de la candidature. Le Conseil d'État précisera à cette occasion que, le pouvoir adjudicateur n'avait pas usé de la possibilité qui n'est qu'une possibilité d'autoriser le candidat à régulariser le caractère incomplet de son DC1 et insistant quand même, et vous le verrez quand vous reviendrez, quand vous consulterez plus précisément la décision au considérant 17 de cette décision, en précisant que
ce qui le gênait particulièrement, c'était que les éléments du DCA relatifs à l'attestation sur l'honneur, selon laquelle le candidat ne relevait d'aucun cas d'exclusion obligatoire, n'étaient donc pas remplis, et que on ne pouvait trouver dans le dossier par ailleurs aucune information permettant de s'assurer que le candidat ne faisait l'objet d'aucune exclusion. Donc, sanction, je dirais, formelle de non-respect du DC1, mais rappel aussi de la part du Conseil d'État que même si le DC1 n'était pas rempli, on aurait pu admettre la candidature du candidat si on avait trouvé par ailleurs dans son dossier les éléments d'information. Au cas d'espèce, le vice était caractérisé notamment donc, au regard de ce qu'il n'y avait pas d'information stabilisée sur le fait que le candidat ne relevait d'aucun cas d'exclusion obligatoire, et le rejet de la candidature est confirmé par le Conseil d'État. Deuxième arrêt du Conseil d'État du 20 juillet 2022, commune du Lavandou, numéro 45 84 27, qui rappelle d'ailleurs le principe mentionné aussi dans la décision du Conseil d'État du 28 mars 2022, selon lequel le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d'une délégation de service public ou de tout autre contrat est obligatoire dans toutes ses mentions. L'autorité délégante ne peut dès lors attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres, ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue. Ce qui incite quand même le pouvoir adjudicateur à bien relire ce qu'il met dans son règlement de consultation, puisque au travers de cette motivation, le Conseil d'État dit bien que dès lors que le règlement de consultation prévoit, et même ajouterait donc aux obligations réglementaires et légales, des contraintes de présentation au stade de la candidature, eh bien, il faudra les vérifier et il faudra les sanctionner si elles ne sont pas respectées, à deux réserves près. Un, si l'exigence n'a pas d'intérêt en elle-même ou n'a pas d'utilité véritable. Deux, si la méconnaissance est, on va dire, vénielle, c'est-à-dire qu'elle elle est purement matérielle et ne révèle pas un véritable manque significatif dans la présentation qu'on attend du candidat de ses capacités, références et autres. Voilà sur ces deux arrêts. On continue avec une affaire du 3 juin 2022, société SOR numéro 46 18 99, sur, alors là, on n'est plus sur les informations contenues dans la candidature, mais sur les conditions dans lesquelles cette candidature ou offre, doivent être communiquées au pouvoir adjudicateur. Vous vous souvenez que dans un arrêt du Conseil d'État du 23 septembre 2019, société Alstom Aptis, le Conseil d'État, pour le coup, avait un peu quand même desserré les taux, c'est-à-dire que, alors que quand le candidat se trouvait confronté à une difficulté pour envoyer sous format dématérialisé sa candidature, en général, jusqu'à cet arrêt du Conseil d'État, il lui appartenait véritablement de démontrer que la difficulté ne lui était pas imputable, et il suffisait au pouvoir adjudicateur de répondre: moi de mon côté tout allait bien, et d'ailleurs j'ai reçu d'autres candidatures sans problème, pour que le rejet de la requête soit quasiment inévitable. Le Conseil d'État, dans cette affaire du 23 septembre 2019, renversait un peu les choses en disant que finalement il faisait peser sur le pouvoir adjudicateur la démonstration de ce que son système informatique de réception des candidatures et des offres fonctionnait bien, et s'il n'arrivait pas à apporter cette preuve, eh bien, on faisait un peu renverser, on faisait profiter au candidat du doute, et on admettait
on lui donnait une nouvelle possibilité de présenter son dossier. C'était une avancée, en tout cas favorable aux candidats dans les consultations. Dans cette affaire sort, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait parfaitement là identifié la difficulté, c'est-à-dire qu'effectivement, au cas d'espèce, le pouvoir adjudicateur avait une faiblesse dans sa mécanique et dans sa procédure de réception des offres, c'est-à-dire qu'il avait, des offres et des candidatures, il avait mis un lien hypertexte qui ne fonctionnait pas. Une adresse d'envoi qui ne fonctionnait pas, c'était prouvé, et elle ne fonctionnait pas pour une raison objective, c'est qu'elle n'avait aucun sens. On pouvait penser que dans la logique de l'arrêt Alstom-Aptys, le constat objectif de ce que la mécanique mise en place par le pouvoir adjudicateur était déficiente allait profiter aux candidats qui, en l'occurrence, avaient adressé tardivement son dossier. Le Conseil d'État, toujours, j'allais dire toujours, mais souvent pragmatique, ne suit pas le requérant dans sa demande et module ou tempère l'optimisme généré par l'arrêt Alstom-Aptys en disant « dont acte ». Il y avait un lien hypertexte qui ne fonctionnait pas, mais il y en avait un autre. Mais il y en avait un autre dans le règlement de consultation, et dès lors, je dirais, le constat de ce que un ne fonctionne pas ne dédouane pas à ce moment-là le candidat de l'obligation qui pèse sur lui d'être un peu proactif et de se diriger vers l'autre lien qui était à sa disposition pour présenter son offre dans le délai réglementairement prévu. Et rejeter, au cas d'espèce, du pourvoi visant à contester la décision du juge de première instance de confirmer le rejet de l'offre. Décision suivante du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, c'est une ordonnance de référé du 24 mars 2022, numéro, vous le voyez, qui confirme, alors là pour le coup, que le relâchement du juge n'est pas d'actualité. Dans cette affaire-là, on était dans un cas où il y avait une date de limite de réception des offres prévues, c'est fixé au 10 février 2022, et le règlement de consultation, néanmoins, indiquait qu'il était conseillé aux candidats de prendre leurs dispositions pour procéder au dépôt de leur offre et de leur offre 24 heures, voire même 48 heures avant cette date limite. Date limite, mais conseil donné de s'y prendre 24 heures ou 48 heures avant. En l'occurrence, le requérant s'y prend 2h30 avant, ne parvient pas à télécharger son offre avant l'expiration du délai et voit son offre rejetée pour tardiveté. Le juge administratif valide le fait que le rejet de cette offre au motif pris que le règlement de consultation conseillait au candidat de s'y prendre 48 heures ou 24 heures avant, et que dès lors qu'il n'avait pas suivi ce conseil, qui n'était pas une obligation, eh bien, le fait qu'il ait été constaté un retard dans le dépôt de son offre, lui était imputable parce que les 2h30 n'étaient pas les 2h30 qu'il avait pris de délai de garantie n'étaient pas conformes à la préconisation qui lui avait été donnée dans le règlement de consultation de s'y prendre 24 heures à 48 heures avant. On en pense ce qu'on veut. C'est quand même, à mon sens, une application bien stricte et bien rigoureuse des conseils donnés par le règlement de consultation, et ça interpelle sur la valeur qu'on peut à ce moment-là donner à la notion de date limite et heure limite de dépôt des offres. Autre décision
cette fois-ci toujours du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 août 2022. Alors là, pour le coup, l'étau se dessert un peu, on l'a cité parce que elle est intéressante. Parfois, et même assez souvent, les pouvoirs adjudicateurs ont tendance à écarter des offres comme étant irrégulières au motif, pour des motifs qui sont contestables. Au cas d'espèce, le pouvoir adjudicateur avait visiblement, si on suit la décision du tribunal administratif, confondu la notion de régularité formelle de l'offre et celle de qualité de l'offre. En clair, il avait considéré que l'offre était irrégulière, se dispensant en conséquence de l'analyser, de la noter et de la classer, au seul motif pris que certaines des informations dans le corps de l'offre étaient soit manquantes, soit exprimées de façon insuffisante. Rappel à l'ordre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour dire non, ce n'est pas parce que des éléments de l'offre sont insuffisants, voire manquants, que vous pouvez en déduire une irrégularité de l'offre et donc un rejet sans l'avoir examiné, et donc requalification par le juge de l'offre dans la consultation et obligation pour l'acheteur public de l'analyser et de la classer. Voilà sur ces éléments d'actualité sur le premier thème relatif aux conditions d'appréciation de la recevabilité des offres et des candidatures. Et je prends la suite. Sur le second thème. Donc, on va régulièrement se passer la main, ou plutôt la parole, avec Christophe Cabane sur les différents thèmes. Et je rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions si un certain nombre de points sont pas clairs ou si vous souhaitez des explications complémentaires, questions auxquelles nous répondrons à la fin de la présentation des 6 thèmes. On l'a vu, Christophe Cabane vous l'a précisé, sur le thème numéro 1, pas de signe de relâchement sur la question de la régularité des offres et des candidatures, où le Conseil d'État applique, et puis les tribunaux administratifs dans sa lignée, une approche extrêmement rigoureuse de la manière dont doit être considérée la régularité d'une offre et d'une candidature et son dépôt en temps utile. On a, s'agissant cette fois-ci de l'appréciation et de la sélection des offres, depuis quelques mois, un mouvement inverse. Ça fait quand même quelques années que la jurisprudence sur cette question d'appréciation et de sélection des offres exprime une forme bénigne mais réelle de schizophrénie, où on va alterner entre des périodes d'encadrement très fort de la liberté de choix des acheteurs et puis des périodes où la jurisprudence va être favorable à la libre expression du choix de l'acheteur public. Parce qu'on sait que ce qui sous-tend, c'est la philosophie qui sous-tend l'analyse d'une offre en matière de marché public, c'est le fait de concilier l'égalité de traitement entre les candidats et puis la nécessaire expression d'une subjectivité de l'acheteur qui doit pouvoir, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, retenir celle des offres qu'il considère comme répondant le mieux à son besoin. Et dans ce mouvement de balancier entre liberté d'expression de l'acheteur et puis encadrement de cette liberté, assez nettement, les dernières jurisprudences qu'on a pu avoir sont favorables au libre choix de l'acheteur public. Alors, la première décision, j'y passe rapidement dessus parce qu'elle n'a qu'un intérêt indirect avec la thématique, mais elle mérite quand même d'être mentionnée. Ce n'est que la confirmation de ce que le pouvoir réglementaire avait mis en place par le biais d'un décret du 30 mars 2021, à savoir que il n'est pas nécessaire de recourir à un jury de concours pour la passation de certains marchés globaux, notamment les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance. C'était un recours de l'ordre des architectes, mais là-dessus, le Conseil d'État ne fait que confirmer ce que le pouvoir réglementaire avait mis en place par le biais du décret du 30 mars 2021. Donc, intérêt relativement limité, mais je tenais quand même à la mentionner. Deuxième décision,
Une décision du tribunal administratif de Bastia du 20 juillet 2022, Corsica Ferries. Alors, c'est le dossier concernant les liaisons maritimes de la Corse qui alimente la jurisprudence depuis 20 ans. Il y a eu tout un tas de contentieux qui ont contribué à faire progresser notamment le droit des concessions de services publics. On en a encore une illustration, encore un contentieux en référé précontractuel sur la passation du contrat de concession pour la desserte maritime de la Corse, avec un point d'intérêt sur la question de l'application du critère de la responsabilité sociale des entreprises. Je vous renvoie, on l'a cité, à la décision de principe du Conseil d'État en la matière. Alors, il y en avait déjà une de 2013, Société de Richebourg, où le Conseil d'État avait validé, moyennant une forme d'encadrement, le recours à des critères environnementaux et sociaux. Dans une décision métropole de Nantes du 25 mai 2018, le Conseil d'État nous dit clairement qu'un critère n'a pas à s'intéresser à la politique sociale en général d'une entreprise. Autrement dit, que le pouvoir adjudicateur n'a pas à s'ingérer dans la gestion d'une entreprise. Toutes les mesures sociales qu'une entreprise peut mettre en œuvre dès lors qu'elles sont déconnectées de l'exécution du marché ne concernent pas et ne regardent pas le pouvoir adjudicateur. On est vraiment dans une application très stricte des dispositions du Code de la commande publique qu'on avait déjà dans le Code des marchés publics, à savoir que le critère doit avoir un lien direct avec l'objet du marché. Le tribunal administratif de Bastia vient tempérer, je trouve, c'est notre lecture de cette décision, on l'expliquera après, mais assez fortement quand même, la règle qu'avait énoncée le Conseil d'État dans son arrêt Nantes Métropole. Dans ce dossier-là, Corsica Ferries, lorsqu'on reprenait le projet de contrat de concession qui avait été transmis au candidat, on ne trouvait en réalité comme lien entre ce critère RSE et les conditions d'exécution de la concession qu'une petite mention, article 22 du projet de convention, sur l'optimisation de la consommation énergétique des navires. Et c'est par cette mention éparse dans le projet de contrat transmis au candidat que le juge du référé a réussi à faire le lien entre le critère et les conditions d'exécution du contrat. Alors ce lien, il est extrêmement lâche. Je ne crois pas qu'il faille donner peut-être plus d'importance à cette décision qui reste une décision isolée et qui, à mon avis, peut se justifier pour plusieurs raisons. Un, le contexte contentieux et géographique. Quand on va à Bastia, on y va régulièrement avec Christophe Cabane, obtenir l'annulation en référé précontractuel d'une procédure de passation, c'est presque une gageure. Les décisions sont très bien motivées, mais c'est vrai que ça ne fait pas partie des tribunaux administratifs en France aujourd'hui qui annule beaucoup de procédures de passation. Et puis, il y a effectivement aussi tout le contexte politique autour des liaisons maritimes avec la Corse ou avec tout le passif contentieux que ce dossier a. Effectivement, je pense que ça n'incitait peut-être pas non plus le tribunal administratif de Bastia à s'engager en voie d'annulation. Donc, une décision qui n'est pas, à mon sens, strictement conforme à la décision de principe du Conseil d'État en matière de critères RSE, mais dont il ne faut pas peut-être, attendons de voir comment se positionneront d'autres tribunaux administratifs, dont il ne faut peut-être pas tirer d'enseignements trop importants. Autre décision sur le libre choix de l'acheteur public et qui est véritablement intéressante et sur laquelle on va essayer d'avoir une approche critique. Décision du Conseil d'État du 3 mai 2022, commune de Saint-Cyr-sur-Mer, où le Conseil d'État va poursuivre la construction jurisprudentielle qu'il avait entamée dans une décision société Veoliao du 8 février 2019 en permettant aux acheteurs publics d'évaluer sans noter. Alors, évaluer sans noter, c'est un débat qui n'est pas propre au monde de la commande publique, hein. C'est un débat qui traverse le monde de l'éducation depuis des années. Est-ce qu'on peut évaluer des élèves correctement sans les noter? Et c'est un débat qu'on retrouve plus modestement depuis maintenant 3 ou 4 ans dans la question de la notation des offres.
En 2019, dans l'arrêt société Veoliao, le Conseil d'État avait, après une séance d'instruction sur les conseils du rapporteur Marc Péchon-Verneuil, ce qui est déjà assez exceptionnel pour être mentionné, c'est très rare que le Conseil d'État, a fortiori en référé précontractuel, organise des séances d'instruction, avait validé une méthode qui consistait à évaluer les offres sur la base de signes pictographiques, des plus, des moins et des points neutres, des égales. Et le Conseil d'État avait réussi à reconstituer le nombre de plus, de moins, de signes neutres pour considérer finalement que l'offre qui avait été choisie était bien l'offre qui avait le plus de plus et le moins de moins. Bon, on le voit déjà, on était dans une reconstitution, dans un contrôle a posteriori de ce que la meilleure offre avait bien été choisie. C'est la même logique qui a été mise en œuvre par le Conseil d'État dans l'arrêt commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Ce ne sont pas des signes pictographiques ce sont des flèches de couleur, cette fois-ci, qui ont été validées. Une flèche verte, une flèche orange, une flèche rouge, qui matérialisaient le degré de satisfaction qu'apportait une offre par rapport à chacun des critères. Et là-dessus, la rapporteure publique, Mireille Lecor, rappelle bien, qu'une notation n'était pas nécessaire. On peut évaluer des offres sans les noter, donc sans leur donner une note de 1 à 5, 1 sur 10, 1 sur 20, et qu'en tout état de cause, on arrivait peu ou prou dans ce dossier à reconstituer ce qu'auraient pu être des notes si on avait dû donner un nombre de points à chacune des flèches de couleur. En tant que praticien du droit, je vous avoue et que conseil de collectivité et d'entreprise que ça nous interpelle quand même. Ça nous interpelle car inévitablement, si on poursuit sur ce mouvement, on peut se retrouver avec des méthodes de notation, que ce soit avec des flèches ou avec des plus ou des moins, où nous n'arriverons pas fondamentalement, a fortiori en matière de contrat de concession, où il y a une hiérarchisation et pas une pondération, à aller vérifier si effectivement la meilleure offre a bien été choisie. Et là-dessus, on revient vraiment sur possiblement un pouvoir d'appréciation extrêmement discrétionnaire de l'acheteur public. Ça interpelle aussi parce que il nous semble que c'est une porte ouverte potentiellement à tout un tas de dérives. On peut aujourd'hui se retrouver, et si on reprend la logique du Conseil d'État, avec des rapports d'analyse des offres dans lesquels il y ait des smileys. Smiley content, pas content, en colère. On peut se retrouver avec des offres, des rapports d'analyse des offres où il y ait des pouces levés, pouces bas, pourquoi pas d'autres signes. Et derrière, pour réussir à contrôler que la meilleure offre a bien été choisie, ça va devenir véritablement une forme de gageur. Et je crois surtout en plus que pour les acheteurs publics, je ne suis pas certain que ce soit un gage de sécurité de la procédure. Le meilleur gage reste quand même, et c'est le conseil qu'on donne, d'attribuer une note 1 sur 5, 1 sur 10, 1 sur 20, 1 sur 100, peu importe la sensibilité de l'échelle de notation, mais d'attribuer une note qui permette de justifier de manière très objective, sans qu'on soit obligé de rentrer dans des débats sans fin sur la valeur d'un smiley, de manière très objective que la meilleure offre a bien été choisie. En tout cas, nous ne sommes véritablement pas certains que cette tendance jurisprudentielle du Conseil d'État esquissée depuis 3 ans vienne à se confirmer dans les années à venir, à suivre. Autre décision sur le libre choix des offres qui est intéressante. Alors, c'est une décision que j'ai subie, puisque je me suis retrouvé devant le tribunal administratif de Toulouse cet été à plaider ce dossier et je n'ai pas eu gain de cause, qui pose une question nouvelle et intellectuellement assez passionnante, qui est de savoir si un acheteur public, lorsqu'il l'annonce dans son règlement de la consultation, peut modifier en cours de procédure la pondération qui est affectée aux critères de sélection. Très concrètement, dans ce dossier-là, c'était une procédure négociée. L'acheteur public avait indiqué initialement, au stade du jugement des offres initiales,
que le principal critère de sélection le plus fortement pondéré, ce serait le critère technique, et puis que postérieurement à la négociation, le principal critère de sélection des œuvres, ce serait finalement le critère financier. L'acheteur public ayant, à mon avis, vu une opportunité pour se dire je vais avoir et la meilleure offre technique au stade des offres initiales et puis la meilleure offre de prix, j'aurai le beurre, l'argent du beurre et ça me permettra effectivement d'inciter les candidats à faire leurs meilleures propositions sur les deux critères successivement les plus importants. On a eu un débat assez passionnant devant le juge du référé. La thèse que nous soutenions était celle de dire que les critères de sélection, c'est ce qui permet de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Et l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est l'offre qui satisfait le mieux aux besoins de l'acheteur public. Et qu'à besoin constant, puisque le besoin de l'acheteur n'avait pas évolué au cours de sa procédure négociée, on ne peut pas avoir de conception distincte, successive, de ce qu'est l'offre économiquement la plus avantageuse. On ne peut pas avoir une sorte d'offre économiquement la plus avantageuse provisoire avant les négociations, et puis une meilleure offre finale sur la base d'autres paramètres. Le juge ne nous a pas suivis, notamment au motif que la règle avait été annoncée de manière transparente dès le démarrage de la procédure et qu'à ce titre-là, les candidats connaissaient parfaitement cette règle du jeu. On va reprendre la motivation, elle est intéressante parce que le juge quand même prend des pincettes. La décision est extrêmement bien motivée, mais on voit que dans la motivation qui est prise, avec l'utilisation du conditionnel, les nombreuses précautions dont le juge a modifié la décision, qu'il a assez longuement hésité. Le juge nous dit qu'il n'apparaît pas que le procédé critiqué, qui est expressément et exclusivement ciblé sur deux phases distinctes et successives de la procédure de passation, et qui ne peut être regardé comme une évolution intempestive en cours de procédure, serait, on a bien le conditionnel, de manière théorique, incompatible avec les principes de libre accès à la commande publique, d'égalité de traitement, de transparence des procédures. Et au cas particulier, le juge précise également que la fourchette dans laquelle s'est inscrite l'inversion de la pondération des critères prix et valeurs techniques entre les deux phases de la consultation apparaît raisonnablement étroite et ne semble donc pas avoir été de nature à avantager l'un ou l'autre des soumissionnaires. Bon, on a une motivation qui, quand même, est extrêmement prudente. Et là-dessus, encore une fois, un conseil de praticien, cette évolution nouvelle, hein, c'est la première fois avec Christophe Cabane et nous en faisons beaucoup des référés précontractuels, que nous étions confrontés à cette problématique, cette évolution de la pondération en cours de procédure qui peut apparaître comme une bonne idée, tant qu'à mon avis, il n'y a pas de confirmation de la part du Conseil d'État, je ne suis pas certain que ce soit un dispositif à mettre en œuvre, ou en tout cas un dispositif qui apporte suffisamment de gages de sécurité juridique pour les procédures de passation. Voilà pour ce qui concernait le deuxième thème sur la sélection et l'analyse des offres, et je repasse la parole à Christophe. Alors, troisième thème sur la passation des marchés publics et le secret des affaires, avec comme titre d'accroche le juge administratif, ce nouveau polichinelle. Sur le titre 1, je vous avais donné l'auteur du titre qui était Madame Mireille Lecor. La référence au nouveau polichinelle, vous la devez à Maître Michelin, qui, je pense, a voulu rayer l'auditoire. Et deuxièmement, insister sur le fait que lorsque le juge administratif est confronté à cette question du secret des affaires, eh ben, on va le voir, en tout cas les quelques décisions qu'on va citer. Un, il n'y voit pas un obstacle véritable à sa capacité à juger. Et deuxièmement, il ne semble pas vouloir accorder un degré de protection élevé à ce secret des affaires. Alors, on avait
On a bien conscience que cette décision n'est pas du dernier semestre, mais on la cite quand même parce qu'elle était importante. Une décision du Conseil d'État du 9 juin 2021, Grand Port Maritime du Havre, dans laquelle le Conseil d'État avait déjà jugé que la circonstance que le juge du référé précontractuel se soit fondée sur des pièces communiquées en violation du secret des affaires n'était pas de nature à entacher d'irrégularité ni d'erreur de droit son ordonnance, dès lors que ces pièces avaient été discutées contradictoirement par les parties. Franchement, ça n'allait pas de soi de juger ça. Mais le Conseil d'État a pris position. Encore une fois, on le redira plus d'une fois dans cette intervention, il y a toujours dans les positions prises par le juge administratif beaucoup de pragmatisme. Et là, ça le conduisait à dire, écoutez, voilà, moi je suis confronté à une forme d'obligation de juger, et dès lors que les pièces ont été contradictoirement discutées, qu'elles soient ou non couvertes par le secret des affaires, ne me gêne pas et je juge. Appréciation donc dès juin 2021, assez lâche du secret des affaires. Et on voit que dans une décision plus récente, donc du 10 février 2022, CHU de Pointe-à-Pitre, le Conseil d'État confirme d'une certaine façon cette première prise de position. La problématique, et d'ailleurs il y a eu pas mal de contentieux autour de ce sujet, mais la problématique portait sur le fait qu'une société demandait que certains des éléments de son offre ne soient pas communiqués à un assistant à maîtrise d'ouvrage dont il considérait qu'il avait des liens particuliers avec un de ses concurrents. Ça peut être effectivement un vrai sujet. Et au cas d'espèce, le tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article R557.3 du Code de justice administrative, dont je vous rappelle les termes, lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R152.1 du Code de commerce. Donc, la requête devant le tribunal administratif de Guadeloupe avait été fondée sur les dispositions de l'article R557.3 et avait conduit à ce que le tribunal administratif interdise la transmission des dits documents à l'AMO suspecté d'être trop proche d'un des concurrents. Et le Conseil d'État a pris une position consistant à censurer le tribunal administratif de la Guadeloupe par une motivation qui mérite d'être rappelée in extenso, en tout cas dans ses motifs importants. Si la société Cham, en l'occurrence, requérante, fait valoir qu'elle s'est expressément opposée à ce que son offre soit communiquée à M. M, dirigeant de la société AMO, et à l'ensemble des préposés de cette société dont elle a sollicité l'exclusion de l'analyse des offres en raison de relations étroites alléguées avec une société concurrente, cette seule circonstance ne suffit pas par elle-même à caractériser un risque d'atteinte imminente au secret des affaires dès lors que la société ainsi que son dirigeant et son personnel sont tenus à une obligation contractuelle de confidentialité dans le cadre de leur mission d'assistance au maître d'ouvrage. Je m'arrête là. On peut se poser la question de savoir si, au travers de ce motif, qui est le motif quand même structurant, le Conseil d'État appréhende en réalité toute la problématique dont le requérant a souhaité saisir le juge administratif. Derrière cette saisine, il y avait le fait qu'il ne souhaitait pas, il ne voulait pas que des éléments de son offre, qu'il considérait comme couverts par le secret des affaires, et vous voyez bien que là, le juge administratif ne traite pas la question de savoir si les éléments sont ou non soumis au secret des affaires. Il est en amont, il est sur la recevabilité de la démarche, la pertinence de la démarche. Le juge administratif, le Conseil d'État dit finalement, à partir du moment où il y a une clause de confidentialité, c'est pas le problème.
le problème, à mon avis, il est plus large, et d'ailleurs, probablement, de nombreuses personnes qui nous écoutent doivent y être confrontées ou se poser cette question-là. C'est quid de cette situation où, en tant que candidat, je vais transmettre des informations à une personne publique qui est assistée d'un assistant maître d'ouvrage, dont j'ai connaissance qu'il a des liens avec un de mes concurrents. Alors, ça peut avoir un impact ponctuel sur la mise en concurrence que cet assistant va aider à traiter. En clair, je soupçonne cet assistant au travers de cette connaissance très étroite de mon offre de finalement vouloir me préjudicier au titre de cette consultation, mais ça va aussi plus loin. C'est je ne veux pas que cet assistant ou cette personne, eu égard à ses relations identifiées avec un de mes concurrents, ait connaissance de mon dossier d'offre, ni pour cette consultation, ni jamais. Ni jamais. Et quand le Conseil d'État nous dit il y a une clause de confidentialité, en quoi est-ce que cette clause de confidentialité couvre véritablement le requérant du risque de ce que cette connaissance acquise puisse ensuite influencer, aider, guider, orienter cet assistant dans le cadre d'une future collaboration avec un des concurrents? J'ai pas à titre personnel le sentiment que cette clause de confidentialité soit véritablement suffisante. En tout cas, au cas d'espèce, le Conseil d'État s'est axé là-dessus pour dire il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de faire valoir notamment devant le juge du référé précontractuel tout manquement qu'elle aura relevé aux règles de publicité et de concurrence, tenant le cas échéant d'une violation par le pouvoir adjudicateur du secret commercial ou de l'impartialité à laquelle celui-ci est tenu. Le Conseil d'État disant au travers de ce motif, finalement, la saisine sur le fondement de R 557.3 n'est pas le bon fondement, vous auriez dû, plus tard, au moment du choix, ou éventuellement en amont, mais en amont, c'est parfois plus difficile, saisir le juge du référé précontractuel pour statuer sur la problématique la problématique de secret des affaires que vous invoquez. C'est un sujet délicat. Moi, j'attire votre attention, elle n'est pas citée, mais sur une décision du tribunal administratif de Nancy, alors qui date du 26 octobre 2020, numéro 2619, qui était intéressante parce que le tribunal administratif avait combiné finalement les deux dispositions, le R 557.3 et les dispositions du référé précontractuel, en statuant sur R 557.3 dans une première décision, en demandant qu'il y ait une suspension, en ordonnant une suspension de la communication des informations prétendument annoncées comme confidentielles à l'AMO, dans l'attente de la décision du juge du référé précontractuel. Ça me paraissait être une bonne façon de traiter le sujet. Je poursuis sur cette question de confidentialité par une décision récente du tribunal administratif de Bordeaux du 30 août 2022, où là, alors le sujet était d'une certaine façon plus simple, puisqu'on était confronté à une erreur du pouvoir adjudicateur, ça peut arriver, et de son assistant, qui avait, dans le cadre des échanges liés à l'instruction des offres et de la négociation des offres, transmis des éléments propres à l'offre de la société A, elle les avait transmis à la société B, qui se trouvait donc informée d'éléments en soi confidentiels de l'offre de son concurrent. Le moyen avait été soulevé devant le tribunal administratif, cette fois-ci en référé précontractuel, et toujours grand pragmatisme du juge administratif pour écarter le moyen, le juge administratif nous dit, constatant donc l'erreur et la transmission d'informations qui n'auraient jamais dû être transmises,
Je cite, toutefois, la requérante et les autres candidats n'ont émis, avant que le choix de l'attributaire ne soit effectué, aucune objection par rapport à la décision de Bordeaux Métropole, donc de communiquer, où on revoit une jurisprudence que vous connaissez tous, c'est-à-dire le fait de ne pas réagir immédiatement à un vice qu'on constate est déjà un indice de ce que, pour le juge, de ce que le vice n'est peut-être pas significatif. Par ailleurs, le document ne comportait aucune indication financière et sur le plan technique se bornait à traiter de la motorisation. Or, il ressort des éléments produits en défense par la société que son offre technique en matière de motorisation n'a pas évolué lors de la phase de négociation, si bien que l'erreur de communication s'est avérée sans incidence sur le choix de l'attributaire. En outre, le choix de renoncer à la procédure pour engager une nouvelle n'aurait pas permis de remédier aux effets de la communication aux différents candidats des solutions techniques proposées par les uns et les autres en matière de motorisation. On est confronté à un pragmatisme, un double pragmatisme, un pragmatisme au carré, c'est-à-dire que le juge administratif constate par un examen détaillé de l'offre du candidat qui a bénéficié de cette information confidentielle. Eh bien, je vois que concrètement, il n'en a tiré aucun avantage, puisque sur le sujet, en l'occurrence, vous l'avez compris, c'est une question de motorisation, il n'a pas bougé d'un iota, son offre. Donc, matériellement, cette information, il n'en a tiré aucun avantage. Et deuxième point, qui nous renvoie à une ancienne décision Société Transdev Métropole Européenne de Lille, du Conseil d'État, le juge administratif constate aussi que même s'il annulait, ça ne changerait rien, ça ne corrigerait pas la difficulté générée par cette communication malheureuse d'une information confidentielle. Et donc, rejet de la requête fondée sur au cas d'espèce une transmission malheureuse d'éléments confidentiels. Donc, voilà, on a le sentiment que la question du secret des affaires, de la confidentialité est traitée. Alors, Maître Michelin est peut-être allé un peu fort en parlant de polichinelle, mais en tout cas, est traité, voilà, je préfère probablement le terme de pragmatisme par le juge administratif. Thème 4. Merci Christophe. Thème 4 sur alors une question très actuelle, la crise énergétique et la passation des marchés publics. On a beaucoup entendu parler, je pense que tous ceux qui nous écoutent ont entendu parler, parce que ça a déjà été, même s'il a un mois, très fortement commenté, l'avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022 sur des possibilités de modification dites sèches du prix ou des clauses de révision des prix des marchés et des contrats en cours d'exécution. Je fais le rapprochement également avec un arrêt, des arrêts de cour administratifs d'appel, notamment à Douai, sur ce sujet où la question de l'intangibilité du prix ou de la formule de révision n'est plus le dogme que cela était. Et nous avons une décision, alors qui est passée, j'ai été un peu surpris, totalement sous les radars. Alors c'est une décision de première instance, certes, mais une décision qui nous paraît fondamentale sur la possibilité non plus de faire évoluer les conditions de la rémunération du titulaire ou une clause de révision en cours d'exécution de marché lorsque celui-ci est signé, mais en cours de procédure de passation. Dans ce dossier-là, alors le ministère de la Justice, qu'on restitue un peu les faits pour que vous compreniez, on était sur alors, un marché multiservice pour le ministère de la Justice, c'est concrètement tous les services pour l'administration pénitentiaire pour la gestion des prisons françaises, puisque à part la surveillance des détenus qui reste une prérogative régalienne de l'administration pénitentiaire, tout le reste, la restauration des détenus, la rénovation des cellules, les services de buanderie, la fourniture de gaz, d'électricité, le chauffage, ce sont des sociétés privées qui exécutent ces prestations par le biais de marchés publics. C'est un contrat, en l'occurrence, de quasiment 2 milliards d'euros, dont la passation avait pris plus d'une année et demie. Et entre le moment où l'administration pénitentiaire a publié
son avis d'appel public à la concurrence, et puis le moment où elle a commencé à négocier les offres, il s'est passé tout un tas de choses, dont la survenance du conflit en Ukraine, qui a eu pour conséquence, mais ça va de pair avec aussi la relance de la demande mondiale à la fin de l'année 2021, une augmentation substantielle du coût des matières premières. Et la question qui s'est posée était de savoir si, en cours de procédure de passation, presque un an et demi après le démarrage de cette procédure, la personne publique, le pouvoir adjudicateur, avait la possibilité de modifier la clause de révision des prix et la possibilité de modifier les modalités de rémunération du titulaire de la manière suivante, en y incluant le prix de la valorisation de ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie. Certificats d'économie d'énergie, ce sont des biens meubles immatériels qui sont délivrés par l'État lorsque l'on parvient à certains objectifs de performance énergétique. Autrement dit, ce que la personne publique a demandé au candidat, à la toute fin de la procédure, c'était de dire, votre prix, s'il était de 100, je veux maintenant que vous valorisiez l'obtention éventuelle de certificats d'économie d'énergie, que votre prix ce soit plus 100, ce soit 100, moins la valorisation de ces certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire 95, 90 ou moins. Le tribunal, et ça n'allait pas de soi, parce que le sujet est nouveau, valide, et je pense que le tribunal valide en se mettant dans la droite ligne finalement de toutes ces jurisprudences qu'on a retrouvées sur l'exécution des marchés publics et qui ont justement consisté à nous dire que la modification du prix d'une clause de révision, ça n'était plus si substantiel que cela. Le tribunal retient, la motivation est très intéressante, qu'en prévoyant que les prix fixés dans les annexes 2 et 3 de l'acte d'engagement peuvent être minorés pour tenir compte de la valorisation des certificats d'économie d'énergie, le ministère de la Justice n'a pas modifié le critère de sélection des offres liées au prix, mais a seulement permis aux candidats de diminuer le coût de leur offre en prenant des engagements en matière d'économie d'énergie. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la modification de la clause de révision ne constitue pas une modification substantielle, pas plus que la prise en compte des certificats d'économie d'énergie. Alors ça n'allait pas de soi, et ça allait d'autant moins de soi, cette solution, qu'elle a vraiment été apportée en toute fin de procédure. Il y a eu 1 an et demi de procédure, et la modification de la clause de révision, elle est intervenue quasiment 15 jours ou 3 semaines avant la date limite de remise des offres. Quand on sait qu'une clause de révision peut avoir des incidences extrêmement conséquentes sur le dimensionnement d'une offre de prix, ça veut dire que les candidats ont été, en 15 jours, 3 semaines, sur un marché dont je vous ai rappelé l'importance, ont été contraints de revoir en totalité leur offre de prix. Ça n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, perturbé le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris qui valide cette solution. C'est intéressant, me semble-t-il. Alors, même chose, il va falloir peut-être attendre une confirmation du Conseil d'État sur le sujet, et je ne doute pas qu'elle arrive bientôt parce que il y a de nombreux acheteurs, hein, lorsqu'on est sur des procédures qui s'étalent sur plusieurs mois, qui peuvent être confrontés à cette question-là, avec une clause de révision dont les indices ne sont pas forcément les plus pertinents, ou dont la périodicité ne permet pas de prendre en compte l'évolution réelle du coût des matières premières. Et dans le contexte de volatilité extrême qu'on connaît aujourd'hui, je pense que ce sujet qu'a eu à traiter le tribunal administratif de Paris se reproduira très prochainement. Voilà pour ce point. Je passe au 5e et je vois le temps défiler, donc je vais être très rapide sur cette question thème 5, contentieux de l'exécution des marchés publics. Et puis, de toute façon, les 3 décisions qu'on a sélectionnées ne sont pas des décisions, je dirais, d'une importance fondamentale. La première décision sur la question de l'exécution des marchés publics, Conseil d'État 28 mars 2022, commune de Sainte-Flève-des-Loups, qui traite des conséquences du chiffrage ou de l'absence de chiffrage des réserves dans le décompte général sur la possibilité du maître d'ouvrage de réclamer les sommes qui correspondent. Alors, l'intérêt de cette décision, c'est simplement de nous dire que l'inscription des réserves dans un décompte général, en tant qu'elle porte sur des travaux de reprise, n'est pas subordonnée à l'engagement effectif à la date du décompte de démarches en but d'obtenir
la levée des réserves. Et je dirais c'est tout parce que tout le reste, toutes les autres précisions que nous apporte le Conseil d'État, c'est presque surabondant parce qu'en réalité, le Conseil d'État va transposer au CCAG travaux de 1976 les règles nouvelles qu'on connaît aujourd'hui dans le CCAG travaux de 2021 et notamment celle de l'article 12.4.2 et qui distingue plusieurs cas de figure selon que les réserves aient été ou non chiffrées. Donc ça, ce sont des choses qu'on connaît dans le CCAG travaux 2021 et je ne suis pas certain que la décision mérite qu'on s'y attarde plus que cela. Deuxième décision intéressante sur l'exécution des marchés publics, Conseil d'État 12 avril 2022, société Arest, où on vient bien nous rappeler que le délai de prescription de l'action à responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage est de 10 ans. Le débat qui se posait était de savoir, lorsque n'est pas en cause un sujet de garantie décennale, c'est-à-dire que lorsque nous sommes face à un désordre qui n'affecte ni la solidité d'un ouvrage, ni qui le rend impropre à sa destination, si l'on devait pencher en matière de responsabilité contractuelle pour le délai de prescription quinquennale de droit commun, qui est celui de l'article 22-24 du Code civil, ou sur le délai de 10 ans qui est précisé aux articles 1792 et suivants du Code civil. Et le Conseil d'État nous dit bien que l'action du maître d'ouvrage, même si elle n'est pas fondée sur la garantie décennale, à partir du moment où on est en responsabilité contractuelle, c'est une prescription de cette action de 10 ans. Dernière décision, très rapidement, du 12 avril 2022, Société Agence d'Architecture Frédéric Nicolas, dossier que nous connaissons bien puisque nous le suivons actuellement pour le compte de la personne publique. Cette société d'architecture qui s'est fait résilier pour faute son marché avait saisi, avant de saisir le juge administratif, le comité consultatif de règlement amiable des différends, le CCRA, pour demander au comité, au CCRA, d'enjoindre ou de donner pour avis que la personne publique reprenne les relations contractuelles. La région a refusé la médiation qui était proposée par le CCRA, de sorte que la société d'architecture s'est retrouvée plus de 2 mois après la notification de la mesure de résiliation devant le juge du tribunal administratif de Marseille pour aller demander la reprise des relations contractuelles. Le Conseil d'État nous indique que la saisine du CCRA n'est pas suspensive des délais de recours contentieux lorsque l'on est dans le contentieux de la reprise des relations contractuelles. Donc il faut simplement retenir sur ce point-là que la saisine du CCRA est suspensive de délai lorsque un texte l'indique, en l'occurrence le CCAG travaux et les articles 50 et suivants, c'est suspensif des délais contentieux lorsque nous sommes uniquement sur la contestation d'un décompte général et non pas en matière de contentieux de la résiliation. Voilà pour ce tout petit panorama sur les questions d'exécution de marché public et sur l'actualité jurisprudentielle récente. Et je repasse la parole à Christophe Cabane pour le dernier thème et j'espère que nous aurons quelques minutes pour prendre vos questions après. Dernier thème, donc, sur l'actualité pénale de la commande publique. Alors, même si le temps passe, on va prendre le temps de s'arrêter sur cet aspect d'actualité pénale parce que il me paraît très important. Je voulais attirer votre attention sur une décision très récente de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 septembre 2022. Pour synthétiser le sujet, ce que sanctionne au travers de cette décision la Cour de cassation, validant en cela une décision de la Cour d'appel de Lyon qui elle-même confirmait une décision du tribunal correctionnel de Lyon, c'est le constat de ce que une société qui était titulaire sortant en cours d'exécution d'un contrat et qui était donc candidate à la reconduction de son contrat, en l'occurrence une concession, eh bien, on constate qu'au cours de la procédure de mise en concurrence, un des représentants de cette société, j'insiste, en place, en cours d'exécution de la fin de son contrat, a eu un contact avec un des agents de la collectivité, contact portant, alors
portant sur la mise en concurrence en cours, mais qui visait simplement à demander à cet agent public une information relative aux conditions d'exécution de ce contrat en cours. En clair, rien qui soit en rapport avec la procédure de mise en concurrence, mais un contact survenu pendant la période de mise en concurrence. Ce simple constat, cette simple circonstance, ce contact pris, a suffi au juge au fond et confirmé en cela par la Cour de cassation à sanctionner les deux personnes individuelles et la société au titre du recel sur le fondement du délit de favoritisme. Par une appréciation, je dirais, très simple des choses, c'est vous n'aviez pas à échanger durant cette période particulière qui est la période de mise en concurrence. Ou, autrement posé, si vous vouliez véritablement échanger, eh bien à ce moment-là, il fallait le faire au travers de la procédure prévue par le règlement de la consultation, c'est-à-dire une question officielle. Sur cette décision, en tant qu'habitué des procédures de mise en concurrence, on met, à mon avis, le doigt sur une vraie problématique qui est quel doit être le positionnement de la société qui est titulaire sortante d'un contrat, donc amenée quotidiennement ou hebdomadairement, mais en tout état de cause, amenée à avoir des liens avec le pouvoir adjudicateur, alors même que ce pouvoir adjudicateur est en cours de consultation et est amené à gérer des offres, dont celle du titulaire sortant. Au regard de la rigueur affichée par le juge pénal dans ce dossier, rigueur extrême, à mon sens, on pourrait être tenté de considérer que le candidat sortant va devoir, d'une certaine façon, isoler une équipe spécifique ou des personnes spécifiques dédiées à l'élaboration de l'offre, matériellement bien distinguées de celles qui sont dédiées à l'exécution du contrat, de telle façon qu'il soit en mesure de prouver que les contacts inévitables qu'il y aura entre ces agents de la société, ces agents en cours d'exécution de fin de contrat, ne pourront pas avoir pour objet d'aider à la préparation de l'offre mise en concurrence, puisque cette offre mise en concurrence, destinée à être mise en concurrence, aura été matériellement traitée par des personnes distinguées, j'aurais tendance à dire travaillant en vase clos, et sans contact avec ces autres agents chargés d'exécuter le contrat. J'imagine que parmi les personnes qui écoutent, la méthode doit paraître hautement artificielle, mais, et vous lirez cette décision, puisqu'elle est accessible, elle est publiée au bulletin de la Cour de cassation, vous la lirez, je ne vois aujourd'hui pas d'autre façon de se garantir d'une sanction comparable à celle qui a été prononcée là par la Cour de cassation. Parce que, au fond, le juge pénal ne s'est finalement pas véritablement préoccupé ni véritablement de l'importance et du statut de l'agent public contacté, ni même de la teneur des informations qui ont été transmises, renvoie au pragmatisme du juge administratif dont on a fait état depuis ce matin. Le juge pénal ne s'en est pas préoccupé, il s'est mis sur un terrain, je dirais, quasiment moral, consistant à dire il ne doit pas y avoir ce type de contact dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. Ça me paraissait, je ne sais pas quelle est la proportion de personnes publiques ou de personnes privées qui écoutent cette réunion, mais je les invite toutes à réfléchir aux conséquences de cette décision de la Cour de cassation dans le cadre de l'organisation
de leur procédure à venir. Alors, dernier point, en guise de conclusion, et peut-être un peu plus optimiste, je ne l'ai pas cité dans le PowerPoint qui défile, mais je voulais attirer votre attention sur la décision de la Cour administrative d'appel de Nancy du 15 juin 2022, qui est une décision d'homologation d'un accord de médiation passé entre, en l'occurrence, la métropole du Grand Nancy et divers requérants, accord de médiation validant le fait que les requérants qui avaient obtenu un jugement du tribunal administratif de Nancy résiliant un contrat public, eh bien, renonçaient à se prévaloir de ce jugement, ce qui matériellement, concrètement, aboutissait au fait que, nonobstant l'existence d'un jugement, qui était un jugement fort de résiliation d'un contrat par le juge administratif, eh bien, ce jugement n'aurait pas d'effet concret, puisque les bénéficiaires, effet relatif, les bénéficiaires renonçaient, dans le cadre d'un accord de médiation, à s'en prévaloir. Tout ça pour attirer, en fin de réunion, votre attention sur le développement de ces modes alternatifs de règlement des litiges, le développement de la médiation à l'initiative du juge administratif et les potentialités que cette procédure de médiation recèle, puisque là, en l'occurrence, quand même, on est sur une conséquence qui est de ne pas aller au bout de l'exécution d'un jugement qui aurait pu conduire à l'interruption de l'exécution d'un marché de grande importance. Voilà pour les éléments que nous souhaitions porter à votre attention dans le cadre de cette réunion. Écoutez, maître, merci pour cette présentation, cette synthèse de la jurisprudence, synthèse qui n'est pas simplement une, puisque vu l'analyse qui est assez détaillée que vous avez faite, je vous remercie pour tous ces éléments. Je vous ai transmis assez peu de questions. Bon, c'est que votre présentation devait se suffire à elle-même. 3 questions que je vous ai transmises tout à l'heure. Je vous laisse quelques instants pour prendre connaissance. Alors, auquel on va répondre rapidement. La première question posée par un participant concerne les modalités de jugement des offres sur les marchés globaux dès lors qu'il n'y a pas de jury. S'il n'y a pas de jury, effectivement, on revient sur des compétences classiques, donc compétences de la commission d'appel d'offres pour analyser les offres en matière de marchés globaux. La deuxième question qui est posée, alors, intéressante est de savoir si, dès lors que l'acheteur décide de conseiller aux opérateurs économiques de déposer leur pli, par exemple 24 heures avant, est-ce qu'il doit justifier dans le dossier de consultation des entreprises qu'il a laissé un temps suffisant pour la préparation des offres? Vrai sujet. Oui, alors je ne crois pas qu'il soit tenu de le justifier dans le dossier de consultation, mais en effet, si le temps qui a été validé par le juge administratif, ce temps conseillé d'anticipation pour le dépôt de l'offre est tel que ça revient à réduire le délai de préparation effective de l'offre en deçà du minimum fixé par les dispositions législatives et réglementaires, là on se trouverait dans une situation où, je dirais, cette anticipation conseillée porte atteinte au délai minimal accordé aux candidats pour déposer leur offre. C'était pas l'hypothèse du dossier. Mais la question effectivement mérite d'être posée. Si on prend le délai le plus court et qu'on conseille de déposer 48 heures avant, il me semble que quelqu'un d'un peu imaginatif pourrait faire un recours en disant le conseil que vous me donnez, si je l'exécute, aboutit à ne pas me laisser le délai minimum. Donc, autrement dit, sur les procédures d'appel d'offres, délai 30 jours pour déposer des offres, si effectivement, dans vos règlements de la consultation, vous reprenez le conseil qu'a validé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avec un dépôt 48 heures avant, c'est plus 30 jours qu'il faut, c'est 30 jours plus 48 heures, donc 32 jours, de manière effectivement à ce que le délai minimum réglementaire soit respecté. Troisième des échelles de notation qui note, alors on est sur une échelle de notation sur 4, qui attribue une note de 3 sur 4 et puis laisse le dernier quart à une plus-value apportée par rapport aux attendus de l'acheteur. Ce que je comprends de la question, c'est que
on va noter la pertinence de l'offre par rapport à sa réponse aux besoins exprimés par l'acheteur. Trois quarts de la note, ce sera quel est le degré de pertinence. Et puis le reste, le dernier quart, c'est est-ce que vous pouvez faire mieux, est-ce que vous pouvez faire plus. On est dans un sujet déjà appréhendé par la jurisprudence, si je comprends bien la question, d'une forme de valorisation, à mon avis, d'une surqualité. Les notes qui sont attribuées, c'est comment je réponds de manière pertinente à votre besoin, à tout le besoin, mais que le besoin. Prendre le risque d'aller juger, même sur un quart de la notation, des éléments qui ne sont pas ceux, la question parle de plus-value par rapport aux attentes de l'acheteur, ne sont pas ceux qui sont décrits dans le dossier de consultation des entreprises, me semble hautement hasardeux. Ça renvoie à un vieux débat qu'on a connu, notamment en matière de mobilier urbain, où pendant un temps, les acheteurs publics disaient, bon, vous allez satisfaire à mon besoin, et puis je valoriserai ce que vous pouvez m'apporter en plus comme mobilier urbain sans le définir. Quel plus vous m'apportez? Des corbeilles à papier, des ceci, des cela, et ça crée une forme, je dirais, d'imprécision dans la définition du besoin, d'absence de transparence dans le déroulement de la procédure, et ça a entraîné des contentieux. Et aujourd'hui, de mémoire, on a un arrêt du Conseil d'État Ville de Toulouse qui signe la fin de la récréation là-dessus en disant il appartient quand même à la personne publique de définir précisément ce qu'elle veut. Le renvoi à une notion de plus-value apportée sans définition plus précise, à mon avis, fragilise grandement la procédure, déjà sur le terrain de la transparence. Une quatrième question. Alors, à votre sens, le critère RSE ne peut donc jamais être mis en œuvre malgré la volonté politique de l'acheteur? Si, bien sûr que si, mais le critère RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises, doit être lié strictement aux conditions d'exécution du marché. Si vous passez un marché, par exemple, de restauration scolaire, le critère RSE, ça n'est pas comment est-ce que la société un tel ou un tel va mettre en place une politique salariale à l'échelle du groupe qui réponde à des critères RSE. C'est les salariés qui seront affectés, les cantinières, ceux qui vont servir les enfants. Quels avantages ils peuvent avoir d'un point de vue social? Est-ce que je vais mettre en place des pratiques de circuit court, des produits issus de l'agriculture biologique? Donc, c'est un critère qui est strictement lié au périmètre d'exécution du marché. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est de la RSE sur ce marché pertinent et pas au niveau de l'entreprise ou d'un groupe. On est vraiment sur la stricte application d'un lien avec les conditions d'exécution du marché telles qu'en parle le Code de la commande publique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, nous, on n'en a pas reçu. Monsieur Do. Alors, écoutez, je vérifie en même temps. Oui, alors, on en a une dernière. Je vous la transmets immédiatement. Ce sera plus simple que vous la lisiez. Pas qu'il y ait de problème de... Je vous l'ai transmise. Je la lis en la découvrant. Le juge viendrait-il à sanctionner une échelle de notation qui ne serait pas complète, à savoir 20 sur 20 pour une offre très satisfaisante, 15 sur 20 satisfaisante, 10 sur 20 moyenne, 5 sur 20 insuffisante, 0 sur 20 très insuffisante? Alors, c'est un débat qu'on a déjà eu. Là, on est sur la sensibilité de l'échelle de notation. Effectivement, si vous notez sur 20, vous pouvez décider d'utiliser tous les barreaux de l'échelle de notation, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., d'avoir 20 notes possibles, ou de noter par tranche. Je vais noter 0, 5, 10, 15, 20. On a déjà eu ce débat plein de fois, c'est des sujets qu'on a plaidé en référé. Aujourd'hui, il faut que la méthode de notation soit suffisamment sensible pour permettre de noter différemment des offres qui, qualitativement, sont différentes.
Dans la méthode qui est précisée 0, 5, 10, 15, 20, c'est une méthode qui a déjà été validée. Il y a des décisions, peut-être pas du Conseil d'État, mais au moins de première instance, voire d'appel. 5 barreaux à l'échelle, on considère que c'est suffisant. Si vous n'en aviez eu que 3, 0 sur 20, 10 sur 20, 20 sur 20, peut-être que là, effectivement, entre 10 sur 20 et 20 sur 20, on peut avoir deux offres qui reçoivent la même note, alors que fondamentalement, la différence qualitative aurait pu se faire. Donc, à ce stade-là, 5 barreaux à votre échelle de notation, oui, c'est jugé, c'est satisfaisant. Moins, ça devient, là encore, possiblement hasardeux. On retrouve le débat à ce moment-là à la fois sur la transparence et sur l'égalité de traitement, puisque comme le disait Maître Michelin, on n'a pas la certitude de ce que véritablement, quand deux offres reçoivent la même note de 10 sur 20, elles étaient véritablement équivalentes. Bien, écoutez, maître, je vous remercie. Donc, nous allons mettre fin à ce webinaire. Donc, merci à vous donc pour votre présentation très claire, pardon, et très complète, et ainsi que de vous être prêté au jeu des questions-réponses. Je remercie tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire et vous donne donc rendez-vous prochainement pour un nouveau rendez-vous expert. En attendant, vous pouvez consulter notre base de données Moniteur Juris régulièrement mise à jour. Je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir, maître.